Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct, à la radio, à la télévision. Elle est avec nous, la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, bonjour. Bonjour. Merci une nouvelle fois d'avoir accepté notre invitation. On va commencer par un temps de parole classique, ça sera suivi effectivement d'un temps de parole avec les auditeurs, téléspectateurs, internautes et lecteurs de Kwezi, ça vous le savez, ça sera en seconde partie. On va commencer par le début de votre arrivée à Mayotte. Ça a été un peu compliqué l'arrivée à Mayotte. Il y avait un petit, pas collectif, mais un petit groupe de personnes qui vous attendaient. Et l'opération, comment on dit, Chicandra arrive à point. Oui, alors un accueil à Mayotte toujours aussi chaleureux, parce qu'il a d'abord été très chaleureux, et puis ensuite, et bien évidemment, je l'accepte à chaque fois, il y a des manifestants qui ont quelques messages à donner au ministre de passage, et moi je vais toujours à leur rencontre, et j'y reste plus ou moins longtemps selon le respect des gens qui s'expriment en face de moi. Chicandra. Alors, c'est quoi cette opération Chicandra? D'abord, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un Chicandra à Mayotte? Alors, un chicandra à Mayotte comme ailleurs dans le Pacifique, eh bien c'est un poisson qui a une peau très dure, qui a une mâchoire qui est puissante et puis qui attaque quand on quand on s'approche trop de son nid ou de son territoire. Eh bien écoutez, je trouve que le nom est bien trouvé. Et je crois honnêtement que c'est ça l'opération. C'est une opération avec une approche globale, parce que c'est sans doute ce qui manquait aux annonces et aux dispositifs qu'on avait mis en place il y a un an. Rappelez-vous, il y a un an, on avait donc annoncé un dispositif d'efforts supplémentaires en termes de matériel, mais aussi de ressources humaines. Et puis on s'adapte aux réalités, on s'adapte aux résultats. Il fallait donc avoir une réponse qui soit consolidée à terre, avec des très bons résultats pour la Ligue à terre, mis en place effectivement par le sous-préfet à la Ligue, qui a été mis en place il y a un an. Il faisait partie de, on va dire, la première phase des réponses pour la lutte contre l'immigration clandestine, mais en mer, il fallait avouer qu'on n'était pas à la hauteur. Quand on n'est pas à la hauteur, on fait le bilan et on regarde pourquoi. D'abord, on n'était pas assez coordonnés. Les forces étaient là, mais on n'était pas assez coordonnés. Donc là, cette formule, cette réorganisation civilo-militaire fait que, à la fois, bien sûr, il y a tous les services habituels, police, gendarmerie, douane, affaires maritimes, mais on y ajoute les militaires qui faisaient aussi des actions. Mais là, ils vont le faire tous ensemble. Tout ça est piloté aujourd'hui par le directeur de la PAV d'aujourd'hui, qui devient effectivement qui prend la tête de ces opérations. Le président l'avait voulu, c'est un peu le harpi le harpi local, c'est comme ça que le président l'avait dit. Eh bien c'est ça, c'est-à-dire que on met tout, on joue tout, et on va faire comprendre que eh bien d'abord on est là, on est présent, on va intercepter, on va reconduire, on va le faire 24/24 en mer comme à terre. Alors, vous avez dit, vous avez fait une déclaration en disant je crois qu'on va atteindre nos objectifs. Quels sont ces objectifs? Alors, là, c'est pareil. Il y a quelques mois, lors de ma 4e visite, j'avais parlé de 25 000 reconduites dans l'année. On est un peu comme ça, on donne toujours des chiffres, des objectifs à atteindre qui sont chiffrés. En l'occurrence, sur ce thème ou sur ce type d'opération, on peut pas dire grand-chose d'autre que des chiffres en la matière. Eh bien, on avait dit 25 000. J'ai même osé dire à un moment donné qu'on pourrait peut-être aller jusqu'à 30 000, mais on va rester sur 25 pour l'instant. On est à 19 000 aujourd'hui. Donc, on n'est pas si loin que ça. Après, ce que je souhaite, c'est non seulement qu'on fasse les reconduites qu'il faut, mais c'est de faire baisser effectivement les entrées et surtout les départs. Et ça explique aussi pourquoi dans ce plan, il y a aussi la coopération avec les Comores. Vous êtes satisfaite, vous, personnellement, de ce plan avec les Comores ? Oui, je suis satisfaite du plan, même si je fais partie de ceux qui sont extrêmement vigilants. Tout simplement parce que je crois qu'il fallait que les Comores acceptent de prendre leurs responsabilités. C'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils semblent vouloir faire, puisque nous avons des premiers signes. Oui, mais nous avons des premiers signes sur effectivement l'immigration, notamment africaine, qui est arrivée aux Comores. Donc il y a une première barrière qui se fait aujourd'hui. C'est dans l'intérêt des Comores, c'est dans l'intérêt de la France, puisque
puisque il transitait par les Comores. Et puis, il faut qu'on voit aussi des signes sur les départs, sur une vraie lutte contre les trafiquants et le départ de Kwassa des Comores. J'ai été secrétaire d'État au développement et la francophonie pendant 2 ans. Vous le savez, j'ai aussi travaillé avec les Comores, une grosse difficulté sur le volet développement. Il faut pouvoir les aider si, effectivement, ils sont au rendez-vous de leurs responsabilités. Vous savez comme moi qu'on vient aussi à Mayotte pour des raisons économiques, on vient aussi à Mayotte pour des raisons sanitaires. Eh bien, on a ces 3 points dans l'accord. L'idée, c'est effectivement de dire il faut tarir la source. Ouais. Et maintenant, après les pays de la région des Grands Lacs et d'autres, il y a les Yéménites qui arrivent ici à Mayotte. Comment on peut arriver à bloquer l'immigration? Vous parlez des Comores, bien évidemment, mais on voit bien que l'immigration aujourd'hui, elle est africaine. Vous savez, là aussi, dans mes 2 années de secrétaire d'État au développement, on m'a présenté la carte dans le monde des migrations. Et ça peut faire peur. Ça peut faire peur. Ben oui. Et donc, ici, on a une petite porte. Souvent vue comme une porte d'entrée sur la France, sur la métropole notamment, ou sur ensuite la Réunion, bien que la Réunion connaît aussi sa propre immigration. Donc on est dans un monde où les gens veulent bouger, où les gens veulent une vie meilleure pour eux, pour leurs enfants. Et c'est ça qu'il faut effectivement se dire. Alors il faut à la fois se protéger, mais en même temps, il faut pouvoir aider, soutenir les pays en développement dans ce bassin maritime comme ailleurs. On va parler volcan et inquiétude. Parce qu'il y a des inquiétudes sur la population mahoraise. Et elles doivent être partagées, ces inquiétudes, parce que vous avez déclaré 80 mesures de prévention pour le volcan. Il y a raison, on a raison de s'inquiéter. Alors écoutez, ce qui est important, c'est que d'abord il faut comprendre, d'où toutes ces missions scientifiques. Rappelez-vous là aussi les séismes que nombreux qu'ont connu Mayotte. Il y en a encore quelques-uns, ils sont pas toujours perceptibles, hein, me dit-on. Moi j'en ai connu 1 ou 2 ici, et d'ailleurs les plus forts j'étais là. Et donc cette inquiétude je l'ai depuis le début. C'est alors d'abord savoir pourquoi, et donc mission océanographique, découverte du volcan, information sur Petite Terre qui s'enfonce petit à petit, ou du moins de 15 cm sur les dernières années. Des risques effectivement liés à ce volcan qui sont liés au séisme, mais qui peuvent aussi être liés éventuellement à un tsunami. On aura des réponses d'ici septembre. Tout ça est très compliqué, mais doit être expliqué aux populations. Donc nous, il faut mieux comprendre pour mieux expliquer. Et puis ensuite, il faut prévenir et protéger les populations. Vous savez, quand j'ai appris... protéger, c'est qu'il y a danger. Non, mais moi, quand j'ai appris l'existence d'un volcan et des risques qui vont avec, parce qu'il y a des risques qui vont avec, eh bien, vous savez, ça m'a un peu projeté dans Saint-Martin, les cyclones qu'on n'avait jamais prévus aussi forts que celui qu'on a connu. Et moi, je me suis toujours promis que ma première des priorités serait la protection des populations. Alors, je préfère penser le pire et protéger la population pour le pire, informer et protéger la population pour le pire. Alors on me dit, tout n'est pas dit. Alors ça c'est très spécifique à nos territoires d'outre-mer. Chez moi c'est toujours comme ça, la rumeur c'est toujours la première qui passe, et puis après il faut expliquer. Et donc l'idée c'est de dire... on va faire avant que la rumeur aille trop loin. Il faut qu'on informe, il faut qu'on dise quels sont les risques. Qu'est-ce qu'on fait avant une annonce? Comment effectivement on est prévenu? Qu'est-ce qu'on fait au moment de l'événement? Qu'est-ce qu'on fait après et comment? Est-ce qu'il faut construire à Mayotte un certain nombre d'abris ou de structures qui pourront être des abris au final s'il y avait un événement? Est-ce que ça change l'aménagement du territoire? Est-ce qu'il y a des zones qui seront à ne plus urbaniser, etc., etc. C'est tout ce travail qu'il faut faire. Alors nous le faisons avec les élus. Vous savez, 4 jours après que j'ai été informée de cette découverte du volcan et des risques, j'ai souhaité réunir les parlementaires à Paris. Et puis, dans la foulée, quand je suis venue la dernière fois, j'ai rencontré les maires pour commencer à évoquer ces sujets, et notamment là aussi quand ils se sont déplacés sur Paris à l'invitation du président de la République. Je crois que c'est important à chaque fois de bien informer les parlementaires, les élus de terrain surtout, pour qu'ils fassent le relais. Mais on va, et c'était ça aussi les mesures annoncées. On a eu une mission qui est venue effectivement sur Mayotte, sécurité civile, et qui a proposé 80 mesures. Dans les 80 mesures aujourd'hui, il y en a 11 qui vont pouvoir être mises en place. On est beaucoup sur le volet suivi.
donc avec un réseau d'observation que l'on a mis en place, qui s'appelle Revocima, ou du moins qui rejoint le réseau Revocima. Il y a, et vous le savez, la présence du délégué interministériel au risque majeur Outre-mer, qui est avec moi lors de ce déplacement, et c'est sa deuxième visite pour poursuivre et suivre l'évolution de ce dossier. Il y a depuis hier des points réguliers qui seront faits par la préfecture de Mayotte. Ce sont des bulletins, et c'est le premier bulletin de l'activité sismo-volcanique, de manière à donner toutes les informations. Mais j'ai bien entendu aussi, public, hein. oui, ouvert au grand public. Ouais. Vous savez quelle est ma volonté toujours de transparence, y compris sur ces sujets difficiles. Hein. Je crois que je suis peut-être celle qui est le plus angoissée sur ce sujet. Et donc, je veux rassurer et je veux donner des réponses. Et puis, il y a un comité de suivi où il faut qu'il y ait beaucoup de locaux. Parce que là aussi, donc les élus, les associations, des citoyens, pour que chacun puisse en parler, le rôle des médias. Et vous en avez un, important, comme l'ensemble des médias du territoire. Et ça, je crois que c'est important. Après, il va y avoir comment on alerte. Eh bien, nous travaillons sur la question du SMS envoyé à tous. Alors là aussi, on va me dire, tout le monde n'a pas obligatoirement un portable. Eh bien, il faudra qu'on regarde comment on le fait. Mais bien que, il suffit de se promener dans les rues les différentes rues de nos villes. À Mayotte, il y a quand même plus, voilà, il y a quand même beaucoup de portables. Et puis, il y a d'autres possibilités d'alerter. Nous y travaillons de manière à ce que tout soit fait si devait être confirmé un certain nombre d'événements. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à voir un exercice d'évacuation, par exemple, mis en place par les services de l'État pour préparer aux gens si il devait y avoir un drame un jour? C'est indispensable. On sait très bien qu'il faut un certain nombre d'exercices pour y réussir. Je disais hier dans une discussion avec des Mahorais et des Mahoraises, moi j'ai un frère qui vit à Los Angeles, c'est dans ses réflexes tous les jours, ces risques. Ils vivent avec, ça s'appelle la résilience. Eh bien, comment les Mahorais deviennent résilients, là aussi, à ces risques nouveaux liés effectivement au volcan. En règle générale, les Outre-mer sont résilients. Ouais. Voilà, on a résisté à beaucoup de choses. Il n'y a pas de raison qu'on ne résiste pas, mais il faut se préparer. Si jamais il y avait effectivement une submersion marine, tsunami, aussi petit soit-il, le premier, pardon pour l'expression madame la ministre, à morfler, ça va être les petits terriens, et notamment notre piste, aussi longue ou courte soit-elle. Comment on évacue si on n'a plus de piste? C'est la vraie question. D'aéroport. Vous avez raison, sur les zones inondables, sur les zones touchées, il y a effectivement la piste, et une piste, c'est stratégique. Et à partir de là, vous comprenez pourquoi je réfléchis, mais pas toute seule, beaucoup, à ce que effectivement il faudrait prendre comme mesure en la matière. Et ceux qui disent, eh bien écoutez, basta le volcan, agrandissons tout de suite la piste, tout de suite comme ça, il suffit d'eux, il y a qu'à. Eh bien, il faut quand même qu'on prenne le temps de regarder. Ça veut dire quoi, qu'on pourrait avoir une piste sur la Grande Terre? Je sais pas. On n'est pas obligé d'y aller tout de suite. Hein. Il y a des pistes qui sont surélevées. Il y a beaucoup de possibilités techniques. Il y en a qui sont bien meilleurs que moi pour répondre à ces questions. Mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, ce qu'on aurait pensé il y a 6 mois, on va le penser différemment aujourd'hui pour Mayotte en termes d'infrastructures, parce qu'on pense nos infrastructures pour 20, 30, 40 ans, 50 ans, 100 ans. Eh bien donc, on a tout intérêt à se poser quelques mois la question de comment. Les infrastructures, parlons-en. 1,6 milliard, pardon. Ça, vous l'avez déjà annoncé. Si on rajoute les fonds européens, on est grosso modo à 2 milliards. Comment on va les dépenser, ces 2 milliards, Madame la Ministre? Eh bien, vous savez, c'est la réussite d'une politique, des politiques publiques. C'est annoncer 1,6 milliard. C'est un vrai engagement de l'État, c'est un vrai engagement du gouvernement et de l'ensemble des ministères. 2 milliards avec l'Europe, vous avez raison. La vraie préoccupation, ce qui va effectivement faire que Mayotte pourra décoller, c'est que l'ensemble des retards qui ont été constatés et qui exigent cet engagement du gouvernement, et je note que c'est quand même le premier engagement aussi fort depuis de nombreuses années, eh bien, le résultat, c'est tous ensemble qu'il faut qu'on l'apporte. C'est un défi qui n'est pas le défi de la ministre des Outre-mer. C'est un défi du territoire. C'est un défi pour, bien sûr, l'État ici. C'est un défi pour les élus du territoire. C'est un défi pour les entreprises. Et c'est un défi pour les Mahorais eux-mêmes. Parce que il y a un moment où il faut se dire, eh ben maintenant, on se met au boulot. Hein. Et quand je dis ça, il n'y a pas d'allusion à quoi que ce soit, c'est juste se dire que ça ne va avoir de valeur et de réalité que si chacun prend sa part de responsabilité dans ses travaux, la réalisation, l'ingénierie qui peut venir ici à Mayotte. Et il faut qu'on transforme ce territoire, c'est la volonté du président de la République. Il y a le mot
convergence dans le contrat, ça veut dire qu'on rattrape les retards, mais il y a le mot transformation. Comment Mayotte décolle? Comment on regarde Mayotte différemment demain que comme le dernier département, le département le plus pauvre, celui qui a le plus de difficultés? Comment voulez-vous que si on continue tous à parler de Mayotte de cette manière-là, bien qu'il faut regarder les choses en face, hein, on puisse être attractif. Soyons déjà attractifs dans nos propos et soyons attractifs en travaillant et en mettant en œuvre l'ensemble de ce plan. On a le sentiment qu'il se passe quelque chose à Mayotte en ce moment. On en parlait tout à l'heure un peu hors antenne, mais c'est une réalité. Il y a certains messages qui sont là pour en témoigner. On sent la population, toujours critique évidemment, et c'est plutôt une bonne chose, mais on sent la population se dire il y a un train qui arrive en gare, il ne faut pas la rater. Vous avez ce sentiment aussi? J'ai ce sentiment. Alors, vous savez, c'est la 5e fois que je viens en 2 ans. Certains, effectivement, disent la ministre se promène. Non, elle est là où elle est le plus utile. Elle est là où le boulot l'attend, c'est-à-dire dans les territoires d'outre-mer. Et moi, on dit du tourisme ministériel. Ouais, enfin, ils disent comme ils veulent, mais enfin, je vois bien ce que ça veut dire. Moi, je fais des réunions de travail, hein, des réunions de chantier. Un chantier, ça avance que si les chefs viennent régulièrement voir comment ça avance. Hein. Eh bien, je le fais. Je le fais avec les autres chefs, que sont les élus, les entreprises, les associations, selon les thèmes, et ces points-là sont extrêmement importants. Alors c'est vrai qu'à chaque visite, il y a des annonces complémentaires. Eh bien oui, ça démontre qu'entre les deux, j'ai pas oublié Mayotte et que tous les jours, comme pour tous les territoires d'outre-mer, eh bien il y a des travaux qui se font à Paris pour avancer. Et ça c'est extrêmement important. Eh bien cette fois-ci, pour la première fois, même si je l'avais senti quand même avec les élus que je vois à Paris, eh bien je sens une volonté, une mobilisation qui commence à se faire. Vous le dites, le train il est là. On le prend ou on le prend pas. Et honnêtement, ici à Mayotte, comme dans d'autres territoires d'outre-mer, si on prend pas ce train-là, eh bien, je sais pas quand est-ce que passera le prochain, et je pense honnêtement qu'il passera dans très très longtemps. Et ce sera peut-être trop tard. Est-ce qu'on le prend quand même, Madame la Ministre, et faire bien les choses, ou elle va vite, parce que là, il faut quand même consommer, comme le disait Patrick. Donc, on consomme comment, alors que cette ingénierie va venir quand? Parce que pour l'instant, certes, même les entreprises se plaignent de ne pas être payées à chaque fois qu'ils réalisent, par exemple, des grands projets. Oui, c'est très bien, on peut arrêter aussi de se plaindre et on y va. Vous connaissez, vous, des territoires aujourd'hui en France qui n'ont pas de difficultés? Il n'y en a pas. On est sur un territoire où on a le plus grand nombre de défis. Ça fait 2 ans qu'on me réclame un certain nombre de choses. On y est, ça y est. Moi, je l'ai fait le boulot là. Et alors, depuis 2 ans, on pouvait pas se préparer? On savait très bien, y compris dans le plan à venir pour Mayotte, qu'on allait y arriver. Ou alors, on ne croyait pas en moi ni au gouvernement. C'est possible. Eh bien, aujourd'hui, on est devant, effectivement, maintenant, une mise en action. C'est ce que réclament les Français. La mise en action. Arrêtez le blabla, travaillez. Eh bien, on arrête le blabla. Parce que moi, je suis là avec la possibilité de faire des choses. Alors, il faut qu'on le fasse. Donc, à la guerre, c'est comme à la guerre, on y va. Ouais, la guerre, on peut être un peu plus surpris que là. Hein. Là, on sait depuis très longtemps ce qu'a besoin Mayotte. C'est ce que les élus nous disent régulièrement. Ça fait 10 ans qu'on vous le dit, ça fait 15 ans qu'on vous le dit. Eh bien, c'est entendu. C'est non seulement entendu, mais il y a une partie de la réponse. Écoutez, moi, je peux pas être là 100% de mon temps ici pour pousser chacun. Mais hier, j'ai rencontré des entreprises motivées. Hier, j'ai rencontré des associations motivées. Je rencontre régulièrement des élus motivés. Et donc, on peut le faire. Il faut juste qu'on se mette dans une position de... Eh bien, on y va. Hein, on y va. Il y a un espoir. Et donc, on peut y aller. C'est-à-dire, qui pensait que Mayotte pourrait décoller? Même si c'est plutôt une expression qu'on utilise en Guyane. Eh bien, pas grand monde. Hein. Eh bien, moi, j'y croyais dès le début et je savais que ce dossier, le dossier Mayotte, je l'appelle comme ça, ce dossier Mayotte, il serait compliqué. Je connaissais les difficultés de Mayotte. C'était pour moi aussi un défi. Et j'espère que Mayotte, maintenant, se prendra en main et pourra avancer. Un autre gros défi qui tient à cœur à toute la rédaction de Coésie, et vous le savez, avec Anne-Constance Onguena, qui est pas très loin, on s'intéresse énormément à l'environnement, ici, sur Coésie, et notamment sur Mayotte. On a les Pazas qui prennent le pas sur la forêt. On a notre île qui s'enfonce. On a des problèmes d'eau. Même les baleines, Madame la Ministre, ne viennent plus à Mayotte. Est-ce que c'est trop tard? C'est pas trop tard. La France a organisé la COP 21 pour dire il y a urgence. Alors vous allez me dire, il y a quand même quelques années. Ben oui. Mais la COP 21 a été une vraie réussite. Il y a des engagements très forts. Le président Emmanuel Macron est très engagé sur les questions environnementales. Ça lui vaut d'ailleurs quelques conflits avec un certain nombre de pays, même si la France parle à tout le monde et reste un médiateur du monde qui a toute sa place. Non, c'est pas trop tard. Là aussi, quand j'étais secrétaire d'État au développement et à la francophonie, j'étais la porte-parole de tous les États insulaires. Eh bien, les États insulaires se mobilisent
mobilise partout dans le Pacifique, dans l'océan Indien, dans l'Atlantique, pour qu'il y ait des solutions qui soient trouvées. Les solutions, on peut les trouver aussi dans les territoires d'outre-mer, les mettre en place, être d'ailleurs des modèles sur un certain nombre de dossiers. Si j'ai travaillé sur la trajectoire 5.0, qui est le monde de demain, qui est le monde de 2030, qui est celui qui est plus juste, qui est plus durable, eh bien c'est parce que j'y crois. Mais c'est vrai que tous les jours qui passent nous retardent sur cette avancée. Et je ferai en sorte au ministère des Outre-mer, et ce sera petit à petit le cas dans tous les crédits qui iront en direction des Outre-mer, mais je suis persuadée que l'Europe le fera aussi. C'est-à-dire qu'on ne financera désormais que des projets qui seront 5.0 ou qui seront 17 objectifs de développement durable, puisque les Nations Unies ont aussi leur rendez-vous 2030. Moi, je les traduis pour les Outre-mer, et ces rendez-vous, ils sont importants pour nous. Donc, on a jusqu'à 2030. 2030, c'est demain. Eh bien, on y va. Merci beaucoup, Madame la Ministre, d'avoir répondu à ces questions pour le temps de parole. Vous restez avec nous parce que l'aventure n'est pas terminée. En tout cas, je suis très bien là. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.